La nuit où mon fils a été admis pour des examens, une infirmière a appelé. Veuillez venir immédiatement à l'hôpital, mais ne le dites pas à votre mari. Quand je suis arrivé, la police avait bouclé le couloir. Le médecin a dit d'une voix tremblante, « Dans la chambre de votre fils ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'un soir d'automne jetait une douce lueur sur le quartier résidentiel de la banlieue de Chicago. Au 1247, rue Maple, dans une maison à 2 étages, Rebecca Johnson préparait le dîner tout en gardant un œil sur son fils, Ethan. Rebecca travaillait comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale et luttait quotidiennement pour concilier vie professionnelle et vie de famille. « Ethan, as-tu fini tes devoirs ?» Seul le son de la télévision provenait du salon. Rebecca s'essuya les mains et s'approcha de son fils de 10 ans, qui était allongé sur le canapé. D'habitude, Ethan tapait dans un ballon de football et courait dans le jardin, mais dernièrement, il se fatiguait facilement et restait plus souvent à l'intérieur. « Tu as mal au ventre ?» Lorsque Rebecca posa sa main sur son front, Ethan avait une légère fièvre. Depuis 2 semaines, il souffrait de maux de ventre inexpliqués et de légères fièvres à répétition. Son enseignante, Madame Miller, les avait également contactés, disant « Ethan se tient parfois le ventre pendant les cours ». Le bruit de la porte d'entrée annonça le retour de son mari, Michael. Michael travaillait comme agent de crédit à la First National Bank, dans le centre de Chicago. Grand et au très séduisant, il était connu dans le quartier comme un père exemplaire. « Je suis rentré. Comment va Ethan ?» Michael desserra sa cravate en s'asseyant à côté de son fils. Ethan leva les yeux vers son père et sourit légèrement, mais il y avait quelque chose de tendu dans son expression. « Il semble toujours avoir mal. J'ai parlé au docteur Pendleton et il recommande des examens approfondis à l'hôpital général. » Au mot de Rebecca, l'expression de Michael s'assombrit d'inquiétude. Il caressa doucement les cheveux d'Ethan en répondant « Je vois. Alors n'hésitons pas à les faire. Je veux qu'il reçoive les meilleurs soins médicaux. J'ai entendu dire que le service de pédiatrie de l'hôpital général Saint-Maries a une excellente réputation et notre couverture d'assurance est solide, donc il n'y a pas de souci à se faire. » Rebecca se sentit soulagée par l'attitude proactive de son mari. Michael était un mari qui se souciait de sa famille avant tout, et il était encore plus inquiet qu'elle de l'état d'Ethan. Bien que son travail à la banque soit prenant, il accepta volontiers d'accompagner son fils à l'hôpital. Le lendemain, Rebecca appela la bibliothèque pour prendre un congé et emmena Ethan à l'hôpital général Saint-Maries. Le docteur Harris, en pédiatrie, accueillit Ethan avec un doux sourire. « Alors, tu as des maux de ventre et de la fièvre de façon continue. Par précaution, faisons des analyses de sang, des radiographies et un scanner également, pour rechercher la cause en profondeur. Je recommande une hospitalisation de 3 jours et 2 nuits pour les examens. » Michael accepta immédiatement la suggestion du docteur Harris. « Faisons exactement comme vous le recommandez, docteur. Je ferai n'importe quoi pour mon fils. » L'hospitalisation fut programmée pour le lundi de la semaine suivante. Rebecca commença à se préparer à prendre des jours de congé pour rester avec lui. Ses collègues de la bibliothèque se montrèrent compréhensifs et l'encouragèrent en disant « Ton enfant passe avant tout. » Le week-end, la famille passa son temps habituel ensemble. Michael joua à la balle avec Ethan dans le jardin, et Rebecca prépara des pancakes, le plat préféré de son fils. Cependant, le sourire insouciant d'Ethan d'autrefois n'était pas revenu, et il semblait parfois observer attentivement les expressions de son père. « Tout ira bien, Ethan. Les médecins de l'hôpital vont soigner ton mal de ventre. » Rebecca encouragea son fils en le serrant fort contre elle. Ethan enfouit son visage dans la poitrine de sa mère et hocha doucement la tête. Le dimanche soir, Michael dit en organisant les papiers nécessaires à l'hospitalisation « Je viendrai aussi avec vous demain. J'ai une réunion l'après-midi, donc je devrai quitter l'hôpital, mais je reviendrai le soir. » Rebecca fut reconnaissante de la prévenance de son mari. Le lien qui unissait leur famille de 3 personnes était fort, et elle croyait qu'il pourrait surmonter n'importe quelle difficulté. Elle espérait que la maladie d'Ethan serait vite guérie pour qu'il puisse à nouveau passer des jours heureux en famille. Le lundi matin, Rebecca se leva plus tôt que d'habitude et vérifia une dernière fois les préparatifs d'Ethan pour l'hôpital. La petite valise était remplie de son pyjama préféré, de sa brosse à dents et de l'ours en peluche qu'il chérissait depuis son plus jeune âge. Michael parla doucement à son fils pendant le petit déjeuner. « Ethan, l'hôpital n'est pas effrayant. Les médecins sont comme des magiciens qui peuvent faire disparaître ta douleur.
Ethan hocha légèrement la tête, mais l'anxiété se lisait dans ses yeux. Rebecca passa son bras autour des épaules de son fils et murmura « Maman sera avec toi tout le temps, alors tout ira bien. » À 9 h du matin, la famille arriva à l'hôpital général Saint-Maries. L'entrée principale de l'hôpital était égayée par des parterres de fleurs colorées qui accueillaient les visiteurs. Après avoir accompli les formalités à la réception, ils furent conduits au service de pédiatrie. En prenant l'ascenseur jusqu'au 3e étage, ils découvrirent que les murs du couloir étaient décorés de jolies illustrations d'animaux, conçues pour apaiser l'anxiété des enfants. « Vous devez être la famille Johnson. Nous vous attendions. » Ils furent accueillis à l'entrée du service par Patricia, une infirmière. Elle était l'infirmière en chef du service de pédiatrie, impressionnante par son sourire chaleureux et sa manière douce de parler. Avec ses cheveux châtains grisonnants soigneusement coiffés et vêtue d'un uniforme blanc impeccable, elle dégageait l'aura rassurante d'une professionnelle de la santé expérimentée. « Bonjour, Ethan. Je suis Patricia. Tout le monde m'appelle infirmière Pat. » Patricia se pencha pour parler à la hauteur des yeux d'Ethan. Sa gentillesse adoucit un peu l'expression du garçon. « Laissez-moi vous montrer votre chambre. C'est une très belle chambre. » La chambre d'hôpital était beaucoup plus lumineuse et confortable qu'il ne l'avait imaginé. Par la fenêtre, on pouvait voir la cour de l'hôpital où un grand chêne était magnifiquement éclairé par le soleil d'automne. La chambre avait 2 lits, avec un lit d'accompagnant pour sa mère placé à côté de celui d'Ethan. Les murs étaient décorés de personnages de livres d'images pour enfants, et une petite télévision était installée. Le patient qui devait partager la chambre est sorti, donc aujourd'hui, Ethan l'a pour lui tout seul. Vous pourrez vous reposer tranquillement. Rebecca se sentit soulagée par l'explication de Patricia. Que son fils soit soigné dans un espace privé était plus apprécié que tout. Une fois les formalités d'admission terminées, Michael, toujours en costume, s'assit au chevet d'Ethan. Papa a une réunion importante cet après-midi, mais je reviendrai sans faute ce soir. Michael caressa doucement la tête d'Ethan. À ce moment-là, Rebecca crut voir son fils tressaillir légèrement, mais ce ne fut qu'un instant, et Ethan sourit rapidement à son père. « Je ferai de mon mieux, papa. »« C'est bien. Tu es un garçon courageux. » Vers midi, la première prise de sang commença. Patricia effectua le prélèvement avec une technique habile, en prenant grand soin qu'Ethan ne ressente aucune douleur. « Tu as été super, Ethan. Tu as des radiographies et un scanner cet après-midi, mais ça ne fera pas mal, alors ne t'inquiète pas. » À l'heure du déjeuner, Michael quitta l'hôpital. Il embrassa le front de son fils et dit doucement « Papa s'inquiète pour toi aussi. » Rebecca fut touchée par l'affection de son mari. « Votre papa est un homme si gentil, » dit Patricia en venant voir Ethan. Cependant, Rebecca ne remarqua pas à ce moment-là qu'une ombre complexe assombrissait l'expression d'Ethan. À 14 h, l'examen radiologique commença. Le technicien en radiologie avait l'habitude des enfants et continua de parler doucement à Ethan tout au long de l'examen pour calmer son anxiété. Des radiographies de sa poitrine, de son abdomen, par précaution, de ses bras et de ses jambes furent prises. Tu devras peut-être prendre des positions un peu bizarres, mais on ne fait que prendre des photos, alors tout ira bien. Ensuite, ils se dirigèrent vers la salle du scanner. Face à la grande machine, Ethan montra une certaine tension, mais lorsque Rebecca lui tint la main, il s'allongea sur la table d'examen, soulagé. « Maman, ça fait peur ? » « Pas du tout. Ce sera vite terminé. » L'examen se déroula sans encombre. Ethan coopéra bien pour son âge, suivant les instructions du technicien pour retenir sa respiration et rester immobile. Vers 17 h, Michael retourna à l'hôpital comme promis. Il apporta des fleurs, égayant la chambre. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Rebecca, et Michael répondit avec satisfaction. « L'important accord de prêt a été conclu. Mais en ce moment, notre fils est plus important que ça. » Michael aida Ethan à dîner et regarda ses devoirs. De l'extérieur, il ressemblait à un père idéal. Cependant, lorsque Rebecca s'éloignait, il y avait parfois une tension inexplicable dans les expressions qu'Ethan montrait envers Michael. « Papa, j'ai encore mal au ventre. » Quand Ethan dit cela d'une petite voix, Michael répondit doucement. « Je sais que c'est difficile, mais les médecins vont te guérir, c'est certain, alors sois patient et courageux. » À 20 h, il était temps pour Michael de rentrer chez lui. Il embrassa Ethan et Rebecca et promit « Je reviendrai sans faute demain aussi. Appelez-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. » N'importe quand. Le cœur de Rebecca fut réchauffé par la prévenance de son mari. Leur mariage durait depuis 12 ans,
Et Michael avait toujours été un mari idéal qui faisait passer sa famille en premier. À 21h, ce fut l'heure de l'extinction des feux dans le service. Patricia vint faire sa dernière ronde et vérifia Ethan. Comment va la douleur? Le médicament l'a-t-il un peu soulagé? Oui, ça va un peu mieux, répondit Ethan, l'air épuisé. Il était fatigué par une journée complète d'examen, mais essayait tout de même de se montrer courageux devant sa mère. Si quoi que ce soit arrive, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'appel. Je suis de garde de nuit, donc je serai là jusqu'au matin. Rebecca fut profondément reconnaissante des paroles sincères de Patricia. Avoir des soignants aussi dévoués rendait le séjour angoissant à l'hôpital un peu plus rassurant. Ethan tomba rapidement dans un profond sommeil. La fatigue des examens combinée à la tension d'être dans un environnement inconnu le fit s'endormir plus tôt que d'habitude. Rebecca s'allongea sur le lit d'accompagnant en contemplant le visage endormi de son fils. Elle priait pour que les résultats des examens arrivent le lendemain et qu'il connaisse la cause de la douleur de son fils. À l'extérieur de la chambre, les infirmières de nuit continuaient tranquillement leur service. Patricia rédigeait des notes tout en gardant un œil sur Ethan, qui venait d'être admis. Avec ses années d'expérience, elle ne manquait jamais les petits changements ou les anomalies chez les enfants. Et quelque chose la préoccupait, bien qu'elle ne sache pas encore clairement de quoi il s'agissait. L'hôpital à minuit était enveloppé de silence, seuls les sons occasionnels des équipements médicaux racontaient l'histoire de la surveillance de la vie des patients. Rebecca tomba dans un sommeil léger, souhaitant le rétablissement de son fils. Il était un peu plus de 21h le mardi soir lorsque le service de pédiatrie fut enveloppé d'un profond silence. Rebecca était allongée dans son lit, écoutant la respiration paisible de son fils. Ethan s'était endormi juste après le dîner, épuisé par une journée complète d'examen. Dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, les petites lumières des équipements médicaux continuaient de clignoter silencieusement, et on entendait parfois les pas des infirmières dans le couloir. Rebecca pensait aux résultats des examens du lendemain. Le docteur Harris avait expliqué que les résultats détaillés devraient être disponibles l'après-midi, mais elle voulait savoir le plus tôt possible ce qui causait les maux de ventre de son fils. Michael avait également ajusté son emploi du temps pour venir à l'hôpital lorsque les résultats seraient communiqués. Soudain, le téléphone portable de Rebecca vibra. En regardant l'écran, elle vit un SMS de l'infirmière Patricia. Il était 21h15. Il était inhabituel de recevoir un message d'une infirmière à cette heure, et le cœur de Rebecca se mit à battre la chamade. Madame Johnson, veuillez venir au poste des infirmières immédiatement. Sans que votre mari le sache, je dois discuter de quelque chose d'important avec vous. Le contenu du message dérouta Rebecca. La partie « sans que votre mari le sache » la troublait particulièrement. Pourquoi des questions médicales devraient-elles être tenues secrètes de son mari? L'anxiété envahit sa poitrine, mais Patricia était une infirmière de confiance, et il pouvait s'agir d'une urgence. Rebecca se leva doucement du lit et vérifia qu'Ethan dormait. Son fils était profondément endormi et ne montrait aucun signe de réveil. Elle quitta silencieusement la chambre et marcha dans le couloir faiblement éclairé vers le poste des infirmières. Au poste, Patricia était seule, en train d'organiser des dossiers. Son sourire chaleureux habituel avait disparu, remplacé par une expression sérieuse. Quand elle vit Rebecca, elle se leva rapidement. « Merci d'être venue, Madame Johnson. Je suis désolé de vous appeler à cette heure. » La voix de Patricia était plus basse que d'habitude, et l'air était chargé de tension. Elle regarda autour d'elle pour confirmer qu'aucun autre membre du personnel n'était présent avant de continuer. « Madame, veuillez écouter calmement. Il y a quelque chose d'inquiétant dans les résultats des examens d'Ethan. » Rebecca devint blême. Avait-il trouvé une maladie grave? Un cancer ou quelque chose comme ça? Non, ce n'est pas ça. Patricia leva la main, essayant de calmer Rebecca. Ce n'est pas une maladie, mais nous sommes très préoccupés par ce que nous avons vu sur les radiographies et le scanner. Patricia baissa encore la voix et poursuivit. Nous avons trouvé des preuves de multiples fractures anciennes sur les os d'Ethan. 3 côtes, le radius de son bras gauche et le tibia de sa jambe droite. Ces fractures se sont produites à des moments différents, la plus ancienne semblant dater d'environ 2 ans et la plus récente de plusieurs mois. Rebecca resta sans voix. Des fractures? Mais Ethan ne s'est jamais rien cassé. Madame, nous avons signalé cela au service de la protection de l'enfance et à la police, conformément au règlement de l'hôpital. C'est notre obligation légale. Les mots de Patricia firent vaciller le monde de Rebecca. La police? Pourquoi? Rebecca, c'est difficile à dire,
mais le schéma des blessures d'Ethan est cohérent avec les signes typiques de la maltraitance infantile. Nous devons prioriser la sécurité de l'enfant. La maltraitance? C'est impossible. La voix de Rebecca tremblait. Nous aimons notre fils. Personne ne lui ferait de mal. Patricia afficha une expression compatissante en répondant. Madame, je vois que vous aimez profondément Ethan. Cependant, statistiquement, la plupart des cas de maltraitance infantile se produisent au sein des familles. En ce moment même, des inspecteurs de police et des travailleurs des services de protection de l'enfance sont en route vers l'hôpital. Mais pourquoi le cacher à mon mari? Patricia hésita avant de répondre doucement. Rebecca, lorsque l'agresseur est le père, la mère peut aussi être en danger. Nous devons d'abord assurer votre sécurité et comprendre la situation avec précision. À ce moment, le bruit des portes de l'ascenseur s'ouvrant se fit entendre. 2 inspecteurs, un travailleur des services de protection de l'enfance et la sécurité de l'hôpital apparurent. Rebecca resta figée, incapable de croire à la réalité. Un inspecteur plus âgé s'approcha de Rebecca. « Madame Johnson, je suis l'inspecteur Davis. Nous devons vous parler de votre fils. » « Inspecteur, c'est une sorte d'erreur. Il n'y a aucun problème dans notre famille. Madame, retournons d'abord dans la chambre de votre fils. Nous discuterons des détails là-bas. » Alors qu'elle retournait à la chambre avec les inspecteurs, le téléphone portable de Rebecca sonna. C'était un appel de Michael. Elle hésita à répondre, mais l'inspecteur Davis secoua la tête. Il vaudrait mieux ne pas répondre pour l'instant. Quand ils atteignirent la chambre, un autre inspecteur se tenait au chevet d'Ethan. Ethan dormait toujours, affichant un visage paisible. Rebecca ne voulait pas réveiller son fils et demanda à l'inspecteur à voix basse. « S'il vous plaît, ne réveillez pas mon fils. Il est fatigué. » « Bien sûr. Cependant, nous devons assurer sa sécurité, » répondit l'inspecteur Davis. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Michael entra en courant, à bout de souffle. Comme Rebecca ne répondait pas au téléphone, il s'était inquiété et s'était précipité à l'hôpital. « Rebecca, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Que font ces inspecteurs ici ?» Avant que Michael ne puisse comprendre la situation, 2 policiers lui saisirent les bras. « Vous êtes Michael Johnson, n'est-ce pas? Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de maltraitance infantile. » Le bruit des menottes résonna dans la chambre d'hôpital. Rebecca assista à la scène incroyable sans pouvoir parler. « De quoi parlez-vous? C'est une erreur. » Michael tenta de résister mais fut maîtrisé par les officiers. L'inspecteur Davis commença à expliquer à Rebecca. « Madame, des preuves d'abus physiques à long terme ont été découvertes sur les radiographies de votre fils. Ces fractures n'ont pas été causées par des accidents. Vous ne voulez pas dire que Michael a fait du mal à notre fils? Impossible. » Rebecca fixa son mari. « Rebecca, je n'ai rien fait. Tu me crois, n'est-ce pas? » Les yeux de Michael étaient remplis de désespoir. Cependant, à ce moment-là, Patricia dit d'une voix tremblante. « Madame Johnson, nous avons en fait installé une caméra cachée dans la chambre de la nuit dernière à ce soir. Nous avons des images de votre mari menaçant votre fils. » Le monde de Rebecca s'effondra. La tablette que Patricia apporta montrait une vidéo de Michael parlant à voix basse au chevet d'Ethan. L'audio était également clairement enregistré. « Si tu dis quoi que ce soit à maman, je te ferai vivre un enfer bien pire en rentrant à la maison. Tu as compris ?» Le Michael à l'écran avait abandonné son masque de père doux et intimidait son fils. Ethan hocha la tête, effrayé. Rebecca s'effondra sur place. Elle ne pouvait accepter la réalité que le mari en qui elle avait confiance depuis 12 ans avait maltraité leur fils bien-aimé. Michael, toujours menotté, cria « Rebecca, laisse-moi t'expliquer. » Mais elle ne pouvait pas regarder le visage de son mari. Alors que les policiers emmenaient Michael, le docteur Harris entra dans la chambre. Son expression était également sérieuse. « Madame Johnson, nous avons également identifié la cause des maux de ventre de votre fils. Ce sont des lésions dues à des impacts répétés sur les organes internes. Tous ces problèmes de santé inexpliqués précédents étaient causés par la violence. » Rebecca resta assise par terre, incapable d'accepter la réalité. Son mari bien-aimé avait tourmenté leur fils adoré, et elle, en tant que mère, n'avait pas remarqué la souffrance de son enfant. La culpabilité et le désespoir lui serrèrent le cœur. « Maman !» Une petite voix se fit entendre, et quand Rebecca se retourna, Ethan était réveillé. Dans les yeux de son fils, il y avait la peur et la tristesse qui avaient été cachées si longtemps. « Ethan,
Tout va bien. Maman est là. La voix de Rebecca tremblait. En regardant dans les yeux clairs de son fils, en pensant à toute la douleur qu'il avait endurée seul, son cœur menaçait de se briser. L'inspecteur Davis apporta une chaise et s'assit à la hauteur des yeux d'Ethan. Ayant traité de nombreux cas de maltraitance infantile, il savait comment approcher les enfants. « Ethan, je suis l'inspecteur Davis. Je suis désolé de t'avoir fait peur. Mais je suis venu ici pour te protéger. » Ethan regarda l'inspecteur, puis leva les yeux vers le visage de sa mère. « Maman, où est papa ?» Rebecca ne sut que répondre, et Patricia intervint doucement. « Ethan, papa est dans un autre endroit en ce moment. Les adultes sont en train de parler de toi. » Quand le docteur Harris entra dans la chambre, son expression était empreinte d'une profonde tristesse. En tant que pédiatre de 55 ans, il avait vu de nombreux cas de maltraitance, mais chacun lui brisait le cœur. « Ethan, comment te sens-tu? Ton mal de ventre va un peu mieux? » « Oui, un peu mieux. » Ethan hocha légèrement la tête. Le docteur Harris se tourna vers Rebecca. « Madame, laissez-moi vous expliquer les résultats détaillés des examens. Ethan a des marques de fractures en cours de guérison sur 3 côtes. La plus ancienne date d'environ 2 ans, la suivante d'1 an et demi et la plus récente de 4 mois. Le radius de son bras gauche a été cassé il y a 10 mois et le tibia de sa jambe droite il y a 6 mois, tous deux guérissant naturellement sans traitement approprié. » Rebecca était abasourdie. « Mais je n'ai jamais entendu dire qu'Ethan s'était cassé des os. » « Madame, de nombreux enfants maltraités sont réduits au silence par leurs agresseurs. De plus, les enfants ont tendance à protéger les adultes, et surtout dans les cas familiaux, on leur fait souvent croire qu'ils ont fait quelque chose de mal, expliqua Martha Collins, une travailleuse des services de protection de l'enfance. La quarantaine, elle était une spécialiste qui s'occupait d'enfants maltraités depuis de nombreuses années. « Ethan, dit Martha doucement, tu n'as rien fait de mal. Il est absolument inacceptable que des adultes te fassent du mal. » Ethan montra une expression confuse. « Mais papa a dit qu'il se mettait en colère parce que j'étais un mauvais garçon, parce que je ne faisais pas bien mes devoirs ou que je faisais des erreurs au football. » Le cœur de Rebecca fut profondément blessé. Penser que son fils s'était blâmé pendant si longtemps. L'inspecteur Davis commença à poser des questions avec précaution. « Ethan, est-ce que papa t'a déjà frappé ?» Ethan regarda le visage de sa mère, puis hocha légèrement la tête. « Mais c'était parce que j'étais un mauvais garçon. » « Quand est-ce que ça arrivait ? » « Quand j'oubliais mes devoirs ou quand je ne rangeais pas ma chambre. Papa disait, « Tu ne dois pas inquiéter maman. » Il disait, « Maman est fatiguée par son travail à la bibliothèque, alors tu ne dois pas la rendre triste à cause de toi. » Rebecca fut dévastée par les paroles de son fils. Michael avait utilisé la violence contre leur fils tout en le manipulant pour le cacher. « Ethan, où est-ce qu'il te frappait ?» demanda Patricia doucement. « Mon ventre, mon dos. Des endroits qui seraient cachés par les vêtements. » La voix d'Ethan devint de plus en plus faible. « Mes jambes et mes mains aussi, mais seulement à des endroits qui ne se verraient pas à l'école. » Le docteur Harris poursuivit son explication. Cette douleur au ventre était également causée par des impacts répétés sur les organes internes. Il y a des dommages mineurs au foie et à la rate, ce qui provoquait une douleur chronique. « Depuis quand cela a-t-il commencé ?» demanda Rebecca d'une voix tremblante. Ethan essaya de compter sur ses doigts. « Depuis la maternelle, mais ça ne faisait pas si mal au début. Ça a fait plus mal quand j'ai commencé l'école primaire. » Rebecca fut submergée par son propre sentiment d'impuissance. Pendant 5 ans, elle n'avait pas remarqué que son fils souffrait. Quelle mère indigne était-elle ? Martha expliqua, « Rebecca, ne vous blâmez pas. Les agresseurs agissent de manière très rusée, surtout les hommes ayant un statut social qui maintiennent souvent une apparence publique parfaite tout en commettant des violences à la maison. » L'inspecteur Davis ajouta, « Les collègues et amis de votre mari témoignent tous qu'il est un père idéal. C'est un schéma typique. » On frappa à la porte de la chambre et un autre inspecteur entra. « Davis, nous avons de nouvelles informations de l'interrogatoire de Michael Johnson. » Le nouvel inspecteur expliqua à Rebecca, « Madame, votre mari a d'abord tout nié, mais face aux preuves vidéo, il a avoué. Il prétend que c'était pour rendre son fils fort, mais c'est une excuse courante chez les agresseurs. » Ethan dit d'une petite voix, « Papa disait que c'était pour mon bien. Il disait que c'était nécessaire pour devenir un homme fort. » Rebecca serra son fils dans ses bras. « Ethan, ce que papa a dit était faux. Tu n'as pas besoin de souffrir pour devenir fort. » Patricia dit, les larmes aux yeux, « Ethan, tu es très courageux.
tu as enduré tellement de choses seul pendant si longtemps, mais c'est fini maintenant. De nombreux adultes vont te protéger. Martha expliqua les procédures à venir. Ethan sera temporairement placé sous la supervision des services de protection de l'enfance. Rebecca, il est clair que vous n'avez pas fait de mal à votre fils, mais des procédures légales sont nécessaires. Il y aura une audience au tribunal de la famille dans quelques jours. Serai-je séparé de mon fils? La voix de Rebecca était remplie de désespoir. Aucune visite ne sera possible, mais si vous pouvez fournir un environnement sûr, vous pourrez récupérer la garde de votre fils rapidement. L'important est d'assurer la sécurité d'Ethan. Le docteur Harris suggéra, d'abord, terminons le traitement physique d'Ethan. Il aura également besoin d'un suivi psychologique spécialisé. Guérir d'un traumatisme prend du temps, mais avec un soutien adéquat, il se rétablira certainement. Le lendemain matin, Rebecca rencontra la psychologue pour enfants, Dr Sarah Benson, dans la salle de consultation de l'hôpital. Rebecca, Ethan m'a dit quelque chose d'important lors de notre première séance hier soir. Il a dit qu'il voulait protéger maman. Il avait peur que papa puisse aussi être violent envers vous. Rebecca fut surprise. Mais Michael n'a jamais levé la main sur moi. Même ainsi, pour un enfant, un père violent est perçu comme une menace pour toute la famille. Ethan cachait sa propre douleur pour vous protéger. Ce fait frappa Rebecca d'une culpabilité encore plus profonde. Penser que son fils avait enduré la douleur seul pour protéger sa mère. Peut-il être sauvé? Bien sûr. Ethan est un enfant intelligent et fort. Avec un traitement et de l'amour approprié, il se rétablira certainement. Et il vous a une mère aimante. Au même moment, Michael, en détention, fut forcé de faire face à la réalité lors d'une réunion avec son avocat. Les preuves étaient irréfutables et ses aveux avaient été enregistrés. Michael, vous serez accusé du crime de maltraitance infantile. Bien que ce soit une première infraction, il s'agissait d'abus systématiques sur une longue période avec des preuves physiques claires. Vous devriez vous attendre à au moins 5 ans de prison. L'homme qui avait perdu son poste à la banque, sa crédibilité sociale, surtout sa famille, commença enfin à comprendre la gravité de ses actes. 6 mois plus tard, dans le salon d'un appartement baigné par la douce lumière du soleil printanier, Rebecca et Ethan vivaient leur nouvelle vie. Ils avaient vendu la grande maison de Bécon et les déménagé dans un appartement de 2 chambres, suffisant pour une mère et son fils. Sur les murs étaient accrochés des dessins aux couleurs vives qu'Ethan avait fait pendant son suivi psychologique. Michael avait été condamné à 5 ans de prison pour maltraitance infantile et purgeait actuellement sa peine. Il avait été immédiatement renvoyé de la banque et la procédure de divorce était terminée. Rebecca avait obtenu la garde exclusive de son fils et Michael s'était vu interdire de façon permanente tout droit de visite par le tribunal. Une ordonnance restrictive continuerait même après sa libération. Maman, aujourd'hui à l'école, en cours d'art plastique, la maîtresse a fait l'éloge de mon dessin. Ethan annonça d'une voix joyeuse en étalant son cahier de devoirs. Dans sa nouvelle école primaire, il se faisait progressivement des amis et retrouvait sa vivacité d'antan. Il continuait ses séances de suivi 2 fois par semaine et le docteur Benson évaluait ses progrès comme montrant une récupération constante. C'est merveilleux. Quel genre de dessin as-tu fait? Un dessin de notre nouvelle maison, avec toi et moi qui sourions. Et j'ai aussi dessiné l'infirmière Pat et le docteur Harris. Le dessin d'Ethan montrait les adultes qu'il avait sauvés avec de chaleureux sourires. Même sans lien de sang, il exprimait sa gratitude envers les personnes qui avaient sérieusement pris en compte sa sécurité et agi en sa faveur. Rebecca continuait son travail à la bibliothèque tout en suivant des cours de psychologie par correspondance le soir. Elle voulait un jour travailler pour soutenir les mères et les enfants dans des situations similaires. À travers sa propre expérience, elle voulait développer un œil qui ne manquerait aucun signe de maltraitance et aider à sauver d'autres familles. Une fois par mois, Rebecca et Ethan rendaient visite à l'hôpital général Saint-Maries pour exprimer leur gratitude à l'infirmière Patricia et au docteur Harris. Patricia, sans vous, mon fils souffrirait peut-être encore. Rebecca serra la main de sa bienfaitrice, les larmes aux yeux. Rebecca, nous avons juste fait ce qui était naturel en tant que soignant. Mais je suis vraiment heureuse qu'Ethan aille mieux, répondit Patricia avec un sourire. En fait, cet incident a conduit l'hôpital à renforcer notre système de détection précoce de la maltraitance infantile. Nous avons augmenté la formation du personnel et nous nous efforçons de protéger plus d'enfants. Le docteur Harris ajouta, le cas d'Ethan a été une leçon importante pour les professionnels de la santé.
nous avons réappris que nous ne devons pas manquer les signaux que les enfants envoient, même dans les familles qui semblent idéales en surface. Un soir, Ethan posa une question importante à sa mère. « Maman, est-ce que mon papa n'était pas mon vrai papa ?» Rebecca prit son fils sur ses genoux et répondit avec soin. « Ethan, une vraie famille n'est pas seulement déterminée par les liens du sang. Une vraie famille est une relation où les gens s'aiment, se chérissent et ne se font absolument jamais de mal. » Alors, l'infirmière Pat et le docteur Harris sont comme de la famille pour nous aussi? Oui. Et les professeurs à l'école, mes collègues à la bibliothèque, et les gentilles personnes de notre quartier sont tous des gens importants qui nous soutiennent. La famille ne se résume pas aux liens du sang. Elle est déterminée par les liens du cœur. Ethan hocha la tête comme s'il avait compris. Alors, j'ai beaucoup de famille. Rebecca serra son fils dans ses bras, renouvelant sa détermination à surmonter les douleurs du passé et à avancer vers l'avenir. Alors que son père biologique avait fait du mal à son fils, des étrangers, des soignants et des éducateurs lui avaient sauvé la vie. La vraie famille n'était pas formée par l'ADN, mais par l'amour et la responsabilité. Dehors, le soleil du soir illuminait magnifiquement l'appartement. Le petit nouveau foyer de la mère et du fils marchait résolument sur le chemin de la guérison et de l'espoir, soutenu par l'amour de nombreuses personnes. Et Rebecca était certaine que cette expérience deviendrait une main tendue pour d'autres familles en souffrance.